Bonjour, voici le chapitre 6 d'Histoire, la Troisième République en France, avant 1914. Alors, commençons tout d'abord donc par une présentation du chapitre. La Troisième République donc est proclamée après la chute du Second Empire, suite à la défaite de Sedan dans la guerre franco-prussienne. Elle s'impose donc cette Troisième République progressivement dans le pays. Entre 1870 et 1914, les républicains réalisent un projet dont les racines remontent à la Révolution française. Ce projet s'appuie sur les libertés, la démocratie parlementaire, l'égalité et la laïcité. Sa mise en œuvre s'effectue sans plan préétabli au fil des événements politiques. De plus, de nombreuses contestations existent, que ce soit dans le domaine politique, social ou religieux. Si elles font tanguer l'édifice républicain, celui-ci tient bon et sort finalement renforcé. Voyons la problématique du chapitre. Comment les républicains réussissent-ils à installer durablement la République? Le plan est composé de 3 parties. Tout d'abord, en grand 1, la conquête du pouvoir par les républicains, de 1870 à 1879, puis en grand 2, l'enracinement de la République de 1879 à 1914, et enfin en grand 3, les limites du consensus républicain. Donc commençons tout d'abord par la conquête du pouvoir par les républicains entre 1870 et 1879. En premier point, une république née de la guerre. Tout d'abord, la défaite militaire. Mais je rappelle que la guerre contre la Prusse a provoqué donc la chute du Second Empire. La République est proclamée le 4 septembre 1870, mais le régime républicain ne va pas de soi. Il faut à peu près 10 ans, une décennie, aux républicains pour installer vraiment le régime. Alors, tout d'abord, donc, la défaite militaire. Le 2 septembre 1870, les Français sont défaits à Sedan et Napoléon III est fait prisonnier. Il capitule, comme vous pouvez le voir dans la chronologie. Le 4 septembre, la nouvelle de la défaite est connue à Paris et la République est proclamée. Un gouvernement de défense nationale est mis en place car la guerre continue. La capitulation de Napoléon III, c'est la fin du régime, mais pas la fin de la guerre. Les défaites s'accumulent et Paris est assiégé à partir du 19 septembre. Donc vous voyez dans la chronologie que du 19 septembre 70 au 28 janvier 1871, la ville de Paris est assiégée donc par les Prussiens. La débâcle militaire oblige le gouvernement à signer l'armistice le 28 janvier 1871. Et vous voyez dans la chronologie que le 26 février 71, il y a le traité franco-prussien signé à Versailles, mais on y reviendra. Alors, sur cette carte, vous voyez donc l'évolution des combats. Donc, tout d'abord, donc dans l'est de la France, donc vous avez la défaite de Sedan, puis il y aura une autre défaite importante à Metz. L'avancée des troupes prussiennes est représentée donc par les flèches marron, et puis donc vous avez les étoiles rouges à l'intérieur en blanc, donc les combats et les sièges. Alors vous voyez que les troupes allemandes donc avancent vers
Paris, donc vous avez le siège de Paris ici que j'entoure donc en rouge. Vous avez beaucoup de combats aussi au sud de Paris, du côté d'Orléans, Blois, Le Mans, Châteaudun, hein, et puis vers Montbéliard, Besançon, hein, ici vers, je mets une croix rouge, la Bourgogne. Donc en fait, le territoire est pris en étau et les Allemands donc font le siège de Paris. Alors, vous voyez ici donc la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, dans la salle du Palais des Glaces, hein. Et donc le Premier ministre, Bismarck, ici en blanc, hein, donc avec donc le roi de Prusse, Guillaume, qui devient donc le premier empereur du Second Empire allemand, donc sous le nom de Guillaume Ier. Deuxième point, le retour de la droite royaliste. Les Allemands donc imposent à la France l'organisation d'élections législatives. Elles ont lieu en février 1871. Vous voyez que la droite royaliste, c'est-à-dire les orléanistes en bleu clair ici, et puis les légitimistes, bleu foncé, remportent les élections, hein, avec plus de 658 députés. Et donc, ces royalistes sont favorables à la paix et ils vont élire Adolphe Thiers à la tête du gouvernement. Si vous vous rappelez, on l'avait vu dans un chapitre précédent, Adolphe Thiers donc était un des membres fondateurs du Parti de l'Ordre qui soutenait Napoléon III, hein, donc avant même le coup d'État en 1851. La nouvelle Assemblée, qui s'est repliée à Bordeaux, accepte les conditions de paix très dures imposées par l'Allemagne, de lourdes indemnités de guerre à payer, et puis la perte de l'Alsace et de la Lorraine que vous voyez sur cette carte, donc avec trois départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, et puis la Moselle. En fait, il s'agit seulement d'une partie de la Lorraine. Troisième point, dans cette première sous-partie, la Commune de Paris. Alors, l'extrême gauche parisienne s'estime trahie par le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers qui multiplie les provocations. Un exemple, le 10 mars 1871, l'Assemblée s'installe à Versailles, la ville de Louis XVI. Alors, après donc, le siège de Paris, hein, donc la ville donc, est libérée, et le 18 mars, hein, vous avez les différentes étapes de la Commune ici, le 18 mars, donc Thiers envoie l'armée à Paris pour récupérer les canons de la garde nationale. Cela déclenche une insurrection populaire et l'élection d'un conseil municipal qui proclame la Commune de Paris le 28 mars. Alors, qu'est-ce que c'est que la Commune et la garde nationale? La Commune, donc, en fait, c'est la municipalité élue qui organise la démocratie directe dans une ville. Alors, pour l'extrême gauche, alors qu'est-ce que c'est que l'extrême gauche? Ici, il s'agit des républicains radicaux, des socialistes, et puis on va voir aussi les anarchistes. Donc à cette époque, l'extrême gauche, pour l'extrême gauche, la France doit devenir une fédération de communes libres.
La Garde nationale, elle, est une milice de citoyens qui a été créée en 1789. Si vous vous rappelez le chapitre sur la Révolution française, on a vu que Lafayette dirigeait la Garde nationale, hein, et elle est réorganisée en 1830. Elle joue un rôle décisif dans les événements de la Commune. Alors donc, ce 18 mars, la reprise des canons de la Garde nationale par l'armée du gouvernement de Thiers est un échec. Elle provoque donc cette insurrection populaire, l'élection d'un conseil municipal, donc qui proclame la Commune de Paris, donc le 28 mars. Cette commune instaure une démocratie directe dans la capitale. Mais les mesures qu'elle prend, comme école primaire gratuite et laïque, séparation des églises et de l'État, les coopératives ouvrières, ne peuvent être guère appliquées à cause de la guerre civile entre les communards et les Versaillais. C'est-à-dire qu'en même temps que se met en place la Commune de Paris, hein, avec cette démocratie directe, la guerre civile, cette fois, hein, continue, hein, se met en place entre les Versaillais et les communards. Alors de qui s'agit-il? Les communards donc sont les partisans de la commune. Ce terme utilisé par les historiens était à l'origine, comme je l'ai indiqué ici, péjoratif, peu employé. On parlait surtout à l'époque de fédérés, hein, en référence à l'uniforme de la fédération de la garde nationale qu'ils portaient. Donc les communards et les fédérés sont deux termes synonymes, hein, donc c'est-à-dire donc les partisans, les combattants, hein, de la commune. Quant aux Versaillais, donc ce sont les royalistes favorables à l'installation de l'Assemblée à Versailles et favorables à la répression de la Commune. Évidemment, les Versaillais, hein, ont pour chef Adolphe Thiers. Alors vous avez une biographie ici de Thiers, hein, donc on l'a vu déjà, hein, donc c'est un homme important, déjà en place lors de la monarchie de Juillet, hein, c'est lui qui a permis notamment la prise de pouvoir du duc d'Orléans, pardon, excusez-moi. En 1848, c'est lui aussi qui pousse Louis-Napoléon Bonaparte à se présenter aux élections de la Deuxième République. Il sera expulsé de France pendant un certain temps après le coup d'État et il revient dans le territoire de la métropole en 1863 comme député, hein, avant de diriger donc la République de 1871 à 1873. Petit 2, monarchie ou république, point d'interrogation. Premier point, une tentative de restauration. Alors, la Commune de Paris, si vous avez bien regardé les différentes étapes, se termine dans le sang avec la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, 10 000, 20 000 communards exécutés, beaucoup emprisonnés, envoyés dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie notamment, donc une répression très très dure. Donc après la Commune, la question est désormais de déterminer la nature du régime. Les royalistes sont majoritaires à... excusez-moi, donc les royalistes, oui, sont majoritaires à l'Assemblée et ils rêvent d'une restauration. Mais les légitimistes et les orléanistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le personnage à placer sur le trône de France. Hein, si vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, hein, lors de 1815 jusqu'à 1848, hein, et même après lors du Second Empire, hein, mais surtout de 1815 à 1848, hein, donc les royalistes divisés en deux camps, les légitimistes,
le camp des Bourbons, et les orléanistes, la branche indirecte. Donc, il y a du côté légitimiste Henri d'Artois, qu'on appelle surtout le comte de Chambord, qui est prêt à prendre le pouvoir, donc à restaurer la monarchie. C'est le petit-fils de Charles X. Le problème, c'est qu'il ne veut pas renoncer au drapeau blanc des Bourbons. Alors, cela va inquiéter le camp royaliste et les républicains versaillais du côté de Thiers, et les royalistes vont élire comme président de la République le maréchal légitimiste aussi, donc favorable à un retour de la monarchie, MacMahon, le 24 mai 1873. Donc, le futur roi, éventuellement le comte de Chambord, est écarté car il est intransigeant et il ne veut rien concéder à la République, notamment le drapeau tricolore. Alors, MacMahon et son gouvernement s'appuient sur l'Église et l'armée et il se donne pour objectif de rétablir l'ordre moral. Le président MacMahon, vous avez une petite biographie ici, donc c'est un noble royaliste, un militaire de carrière. Il a participé à la répression de la Commune de Paris, et il rassure les royalistes, donc majoritaires à l'Assemblée. Deuxième point, une république conservatrice. Alors, la perspective d'une restauration s'éloigne. Thiers et une partie des orléanistes vont alors se rallier à une république parlementaire et conservatrice. Donc, voici une photo d'Adolphe Thiers, donc orléaniste, et ils vont se rallier aux républicains modérés. Donc vous avez ici d'abord Léon Gambetta, qui est un homme politique très important du début de la Troisième République. Donc il va participer activement à la mise en place de la Constitution de cette Troisième République, un orateur brillant, grande figure de la Chambre des députés, et il sera président de la Chambre des députés, président du Conseil, Premier ministre, on dirait aujourd'hui, entre 1879 et 1881. Autre figure importante des républicains modérés, que vous connaissez peut-être de nom, Jules Ferry, qui a été ministre de l'instruction publique entre 1879 et 1882. Donc il va faire adopter un certain nombre de lois sur l'école publique, laïque et gratuite. Il a également dirigé plusieurs gouvernements. Donc une alliance entre Thiers, les orléanistes d'un côté, et les républicains modérés, en faveur d'une république parlementaire et conservatrice. Objectif, rassurer aussi l'électorat des campagnes. Alors, je vous explique un petit peu. Les populations des villes, notamment de Paris, les populations des campagnes sont très différentes, et elles ont des opinions politiques également divergentes. Notamment à Paris, il y a beaucoup d'ouvriers, de petits artisans, des commerçants favorables aux idées radicales des républicains, aux idées socialistes, même anarchistes. C'est aussi le cas dans d'autres grandes villes, de manière un petit peu moins importante, alors qu'à la campagne, les électeurs sont plutôt favorables à une république modérée, voire favorable aux orléanistes, royalistes et légitimistes. Donc, il s'agit pour les orléanistes et républicains modérés de rassurer les campagnes, les ruraux qui sont très très nombreux, encore à l'époque majoritaires.
Troisième sous-partie, les républicains à la conquête de la République, et on commence par la constitution de la Troisième République. Donc c'est dans ce contexte qu'est adoptée en janvier 1875 la constitution de la Troisième République, qui est un compromis entre les républicains modérés et les orléanistes, comme on vient de le voir. Elle crée un régime parlementaire avec un gouvernement qui est responsable devant la Chambre des députés. La Chambre des députés correspond à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc vous voyez que la Chambre des députés a la possibilité de renverser le gouvernement. Le président de la République est élu pour 7 ans et il peut dissoudre, après avis du Sénat, la Chambre des députés. Donc cette constitution de la Troisième République crée un régime parlementaire, comme on vient de le voir, avec un gouvernement responsable devant la Chambre des députés. Alors, vous voyez également que le suffrage universel masculin est maintenu, toujours pas de suffrage universel global, donc pas de droit de vote pour les femmes, et les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par des grands électeurs. Par peur d'une répétition du coup d'État de 1851, on décide que le président sera élu par le Parlement et non au suffrage universel direct, comme vous pouvez le voir sur ce schéma de la Constitution. Vous voyez, donc les électeurs vont élire les députés, donc Chambre des députés, ici, et les députés vont élire le président de la République. Donc le président, on va le voir, a peu de pouvoir. Donc un régime parlementaire, un gouvernement avec un gouvernement responsable devant la Chambre des députés et un président de la République qui a peu de pouvoir. Voyons maintenant la crise du 16 mai 1877. Le président de la République, MacMahon, est contraint de gouverner avec les républicains majoritaires à la Chambre des députés depuis les élections de 1876. Donc il y a des élections législatives tous les 5 ans, tout d'abord 1871 et maintenant 1876. Et là, les royalistes ont perdu ces élections, ce sont les républicains qui sont majoritaires, comme vous pouvez le voir ici, donc en orange républicain, et puis les députés du centre proches des républicains, donc en orange moins foncé, donc 500 députés, donc ils sont moins de 500, pardon, ils sont largement majoritaires. En total, il y a 500 députés. Donc à partir de là, le 16 mai 1877, le président, donc MacMahon, décide, comme la Constitution le lui permet, de dissoudre la Chambre des députés. Pourquoi? Parce qu'il espère qu'avec de nouvelles élections, une nouvelle majorité royaliste va réapparaître. Mais les républicains, en fait, remportent de nouveau les élections législatives de 1877, et même ils réussissent à conquérir le Sénat en 1879. Donc MacMahon, voyant qu'il n'y a aucune possibilité de retour des royalistes au pouvoir, décide de démissionner. Donc, les républicains, la Chambre des députés, les républicains au Sénat, conséquence, démission de MacMahon. Un régime maintenant stabilisé. Alors, la crise du 16 mai 1877 a d'importantes conséquences sur le fonctionnement de la Troisième République. Tout d'abord, donc, il va y avoir un nouveau président de la République.
Ce nouveau président de la République s'appelle Jules Grévy, c'est un républicain modéré, donc il est dans le camp de Gambetta, Jules Ferry, hein, et il, chose importante, renonce à son droit de dissolution de la Chambre des députés. Et les présidents, comme je l'ai indiqué ici, hein, qui lui succèdent, vont adopter la même stratégie, la même méthode, ils vont tous renoncer à leur droit de dissolution, donc le président de la République n'a pratiquement plus aucun pouvoir. Par ailleurs, les républicains donc, adoptent des symboles qui vont stabiliser la République, hein, donc des symboles républicains sont adoptés. Je vous en indique deux, les plus importants. La Marseillaise est adoptée comme l'hymne national, hein, de la République, hein, que vous connaissez bien ici, et puis apparaît le personnage de Marianne qui symbolise la République, hein, aussi. Voilà, nous avons terminé cette première